à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous à la Cantorade sur Radio Laser. Bonjour André. Bonjour jeune homme. On retrouve Michel Cabaret. Bonjour Michel, vous allez bien? Merci. On retrouve Yvon Lechevestrier. Bonjour Yvon. Bonjour. On retrouve Bruno Mauguin. Bonjour. Bonjour. Troisième chronique donc sur ce livre, ce beau livre des étoiles plein les yeux. Et on va laisser un peu la parole à Yvon Lechevestrier pour nous raconter un peu. C'est une œuvre bretonne, ça, strictement bretonne, je crois. Oui, vous pouvez nous dire ça? On peut dire ça, oui. L'auteur, Michel Cabaret, est un breton d'adoption, même si il est né presque... Dans le Perche, enfin bon, tout le monde n'a pas de chance. Voilà. On va dire qu'il est breton d'adoption aujourd'hui. L'imprimeur est breton, c'est Olivier Pouchin qui dirige Calligraphie à Châteaubourg. D'accord. L'illustrateur Jean-Pierre Pallier. Il est breton aussi. Est breton aussi. Voilà. Et moi-même, breton. Et le papier, il est breton? Ah, je pense pas qu'on ait de production de papier en Bretagne, malheureusement. Il y a eu à une époque, dans le Finistère. Oui. Ou le Morbihan, je ne sais plus. D'accord. Mais non, il n'est pas totalement breton dans ce sens-là, où le papier vient certainement d'ailleurs, mais bon. Ça a été une volonté, ça, Yvon? C'est une volonté. Quand on a créé Art Collection Édition, on s'est dit, même si on n'a pas une ligne éditoriale très, très définie, mais c'est quand même de faire des livres qui parlent de la Bretagne. Oui. Que ce soit le patrimoine, l'architecture ou les gens, que l'on parle de la Bretagne. Donc voilà, puis art, je disais art collection, art comme près d'eux quand même en breton. Oui, même si je ne suis pas bretonnant, mais pour bien montrer la proximité. Oui, tout à fait. Oui. Et aussi à les Rennes, c'est ça. Et aussi à les Rennes. Mais ça, c'est plus un clin d'œil entre Michel et moi. Oui, on a entendu. On a entendu. Rouge et noir. Voilà, parce qu'en 2019, quand même, on a ramené la coupe. Hein. Ah ouais, c'est vrai quand même. À Rennes, 2019, oui, c'est vrai. Je sortais de la gare. Alors, on peut le trouver où Alors, ce livre... on dit un livre ou un album oui, on va dire un livre-album, si on veut, mais on le trouve principalement dans les librairies rennaises. Oui. On le trouve aussi à la librairie de Guichen. Le Refuge. Oui. Mais pour ceux qui nous écoutent, qui sont ni à Rennes ni à Guichen, je conseillerais d'aller sur le site internet de l'Espace des Sciences. On peut rappeler le site espace-science.org. D'accord. Et là, en allant là, on peut faire espace-science.org/boutique. Et là, on arrive directement sur la boutique où on peut l'acheter. Donc, c'est un livre on a voulu aussi que le prix soit relativement bas. Oui, parce que c'est un livre de belle qualité. Hein. Oui, donc, si on l'achète sur le site, évidemment, il y a des frais d'envoi en plus. Voilà. Mais le prix à 20 €. C'est un beau livre. C'est un bon rapport qualité-prix, disons. De très bonne qualité et tactile, si j'ose dire. Ça sort un peu des choses qu'on voit sur les écrans. Au niveau du toucher, on a plaisir aussi. Ça nous fait vivre le corps. Oui, parce que vous avez dit, André, dans la première chronique, c'est très juste, c'est qu'on a voulu un format assez grand pour sortir aussi de l'ordinaire. On aurait pu faire un livre classique, comme un peu plus grand qu'un livre de poche, mais un livre classique, dans lequel on n'aurait pas pu avoir les illustrations. Il y a certaines illustrations qui sont sur des doubles pages, donc c'est un format 21 par 21 pour ceux qui nous écoutent, donc c'est quand même un grand format, c'est presque un format d'un ancien 33 tours, quoi. C'est à la mode maintenant, les anciens 33 vinyles, tours. ça devient à la mode, oui, absolument. Donc voilà, vous pouvez vous le procurer de toute façon à l'Espace des Sciences et aussi à Guichen, à la librairie Le Refuge. Donc on les a déjà informés. Ils ont déjà reçu la première page et la dernière. Ils ont surtout reçu les livres. Voilà. Et donc, les livres. Et donc, vous pourrez vous procurer ce livre directement aussi à Guichen, si vous le voulez, dans la librairie Le Refuge.
Et pour ceux qui sont loin ou qui peuvent pas se déplacer, qui sont dans la campagne profonde bretonne, eh bien, vous pouvez le recevoir. Ou qui viennent du Perche. Même beaucoup plus loin. Oui, parce que nous avons des amis aux États-unis qui peuvent, s'ils nous écoutent, s'ils écoutent Radio Laser, qui peuvent le commander. Radio Laser, on peut l'écouter partout. En Chine aussi, si on veut, grâce à Internet, bien sûr. Ok, donc ça c'était important de rappeler tout ça à nos auditeurs pour cette 3e chronique. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. On voudrait aussi parler maintenant d'une citation, en quelque sorte, qui est mise au niveau du chapitre 4. Il est plus facile de croire que d'apprendre. Alors Michel, comment commenter ça? Moi, c'est Bruno qui pourrait aussi parler de cela aussi bien que moi, je pense. Comme vous voulez. Où ils vont. C'est vrai qu'il faut se remuer les méninges. C'est vrai que aujourd'hui, malheureusement, je dirais que la science doit faire reculer l'obscurantisme parce qu'on a une progression des courants de pensée malheureusement hostiles à la science qui mettent en cause la pensée scientifique, la véracité scientifique. Et donc, lorsqu'on se pose beaucoup de questions et qu'on ne cherche pas réellement à comprendre, c'est vrai qu'on peut trouver facilement des réponses dans différents courants, je dirais, comme les religions, même si je pense qu'au fond de moi-même, on peut être croyant et scientifique. Mais il ne faut pas mélanger les choses. C'est ça qui est important. Il y a des scientifiques religieux. Je peux dire juste une précision, justement. Derrière le mot religion, il faut s'entendre. Oui. Parce que, au fond, le mot religion, ça signifie relire quelque chose, donc avoir un système de lecture. Mais ça veut dire aussi revoir. Donc c'est une forme et relier aussi, ça veut dire lier les gens entre eux. Donc d'une certaine manière, quand on pratique les sciences ou une autre pratique raisonnée et raisonnable, il y a une forme de communauté qui se crée, qui est comme une religion, mais ça n'est pas une religion. Donc on confond souvent religion et croyance, parce qu'il faut distinguer, il me semble, les deux, sinon c'est ce qui arrive dans le monde. Il y a des gens qui disent c'est ma religion qu'il faut croire, donc ils l'imposent aux autres. Mais au fond, ils se croient en eux, c'est tout. Il y a une phrase aussi qui ressort dans le texte. Plus on a de connaissances, moins on a de certitude. C'est finalement... Ou moins on a de connaissances et plus on a de certitude. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Oui, voilà. du tout. Ça fait penser à Socrate. Mais alors c'est vrai que... Quelque part, même aussi avoir beaucoup de connaissances, c'est toujours se poser des questions en continu et donc risquer de... si on a beaucoup de questions et qu'on continue de se poser des questions, ça signifie qu'on n'est pas satisfait des réponses qu'on a. C'est l'évolution des sciences. Il y a une humilité dans la science parce qu'en fait, plus on connaît, plus on a à découvrir. Et puis si on savait tout, on saurait soigner avec bonheur les cancers, on saurait soigner beaucoup de choses. Et il y a encore tellement de choses à apprendre, à découvrir sur la connaissance intime de la matière, de la vie, qu'il faut rester humble. Et on voit bien que plus on fait de découvertes et de plus en plus de questions aussi se posent à nous. On a de choses à découvrir. Et quelque part, l'esprit des Lumières n'est pas fini. Mais non. Continue. Et puis Bruno pourrait nous dire aussi, je pense que on a parlé, il est plus facile de croire que d'apprendre, mais apprendre est aussi un petit peu différent de comprendre. Exactement, oui. Oui, Bruno, oui. On peut savoir quelque chose, mais si on ne l'a pas compris, on ne sera pas capable de le transmettre correctement. Et en fin de compte, ce qui est important, c'est de comprendre ce que l'on sait. Et une fois qu'on a compris, on est capable de transmettre. Capable de l'expliquer. Et voilà, on est capable de l'expliquer sans faire d'erreur. Je peux prendre un exemple tout bête de la vie de tous les jours. Tout le monde sait qu'il y a des saisons, mais si on n'a pas compris pourquoi il y a des saisons, très vite, la personne qui va transmettre les saisons, elle va dire le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Or, cela ne se produit que 2 fois par an. Donc jamais, à part 2 fois par an, jamais on verra le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Et c'est ce qui va faire les saisons. Et là, la personne qui croyait savoir va se rendre compte qu'elle n'a pas compris et donc du coup elle ne peut pas expliquer. Et c'est pour ça que pour nous c'est très important, c'est que savoir une chose c'est bien,
mais l'avoir compris, c'est encore mieux pour pouvoir mieux transmettre. Mais Bruno, pourquoi on apprend à l'école que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest ? Parce que il se lève où, le soleil ? Eh bien, il se lève sur l'horizon est, et il peut y avoir 90 degrés d'écart entre la direction du lever du soleil le jour de l'été et le jour de l'hiver, par exemple, à notre latitude. Donc ce sera plus à l'est. Sous nos latitudes. Ça dépend d'où on regarde aussi. Mais c'est pour ça que parfois il y a des gens qui nous disent, mais l'été, ma cuisine est au nord et il y a le soleil qui l'éclaire. Oui, c'est tout à fait normal. Le matin et le soir, la façade nord de la maison est éclairée. Et les élèves le repèrent souvent avec le tableau. Parce que y a des matinées où il faut baisser les stores parce qu'on est gêné par le soleil, puis d'autres périodes de l'année où on peut laisser les stores ouverts, on n'est pas gêné. Et les anciens le savaient, du temps des mégalithes et autres, ils avaient bien repéré que le soleil, justement, se déplaçait au niveau du lever. Aujourd'hui, on sait que c'est pas le soleil qui se déplace, c'est nous qui sommes sur une planète ronde, inclinée et qui tourne autour d'une étoile. Non, il paraît qu'elle est plate. Non. Notre planète. Vous le pensez. La platitude des esprits, oui. Oui, et là, la platitude, les platistes, comme on dit, je ne sais pas comment ils arrivent à concevoir le système GPS, par exemple. Ils ont sûrement un téléphone pour se repérer sur une terre plate avec un système GPS. Et vous, au planétarium, vous avez pas eu affaire à des personnes qui vous disent la Terre, finalement, est-ce qu'elle est vraiment ronde C'est plutôt, par exemple, est-ce qu'on a vraiment marché sur la Lune ? Oui, vous voyez, c'est quand même incroyable. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez ? Bruno. Justement, c'est plus facile de croire que d'apprendre. Et pour apprendre, il faut avoir un minimum de connaissances. Et que, par exemple, on donne l'exemple du laser. On est sur Radio Laser. Eh bien, avec un laser, bien, oui. On peut mesurer la distance de la Terre à la Lune. Et pour pouvoir le faire, eh bien, si vous tirez au laser depuis la Terre sur la Lune, ça ne peut pas marcher si vous n'avez pas déposé à la surface de la Lune un réflecteur calibré pour le laser que vous allez envoyer. Donc il faut le déposer. Il faut l'avoir déposé. Et à l'époque, l'informatique n'existait pas, la robotique comme nous on a maintenant. Il fallait bien que ce soit un être humain qui dépose le laser, qui l'oriente correctement vers la Terre, et il a fallu faire des tests jusqu'à caler correctement le miroir. Et depuis, donc, on arrive à mesurer encore aujourd'hui la distance Terre-Lune au millimètre près. Ça fait combien, alors, cette distance Terre-Lune ? Alors, la moyenne, c'est 384 000 km. Et elle s'éloigne de nous de 3 cm 8 par an. 3 cm 8 par an. Voilà. Depuis X années. Si bien qu'au début, elle était proche de nous, puis là, elle s'éloigne petit à petit. Et on ne peut pas dire aujourd'hui dans un million d'années. Elle ne fait pas un cercle parfait autour de la Terre. Donc, il y a des épis. Il y a un moment, elle est un peu plus près, un moment un peu plus loin. Donc, elle s'approche, elle s'éloigne de nous. Mais ça fait une orbite. Bon, je vais aller sur la Lune, moi. T'es allé sur la Lune, toi ? Oui. Moi, j'y suis souvent. T'as lu Le Petit Prince ? Dans la Lune, mais pas sur la Lune, non. Jamais. Et puis, j'ai pas envie d'y aller. Alors, on est bien sur Terre. Oh oui, on est bien là. Une autre personnalité importante qui est venue à l'espace des sciences, c'est Hubert Reeves. Oui. Alors, Michel, c'est quelqu'un qui sait bien compter. Un bon vulgarisateur. C'est un excellent vulgarisateur, c'est un poète, avant tout astrophysicien, et qui a su relier l'astronomie à nos connaissances sur la Terre. Et actuellement, il est préoccupé par les questions de biodiversité, d'avenir de notre planète, à partir d'une démarche au départ qui était scientifique en tant qu'astrophysicien. C'est un homme qui vulgarise extrêmement bien et dont on a eu la chance, nous, de bénéficier. Il est venu souvent à l'espace des sciences, il a rencontré des enfants, et aujourd'hui, il est même le parrain de notre planétarium. Et c'est un homme qui a beaucoup donné pour nous, et qui a apprécié aussi, je pense, les activités de l'espace des sciences. Et donc, on pense toujours aussi bien à lui, parce qu'il a tellement donné le goût de l'observation du ciel aux enfants, au grand public, une passion débordante pour
pour la découverte fantastique finalement de l'univers. Et c'est vrai que grâce au télescope Hubble et puis aujourd'hui James Webb Télescope, on découvre des choses merveilleuses finalement dans l'univers. On découvre la fragilité aussi de notre planète Terre. En quoi est-elle fragile, justement ? Là, il y a un livre qui est en anglais actuellement, où on montre une photo de la Terre, un petit point bleu perdu dans l'infini. Elle est dans le livre, là. Elle est dans le livre, justement. Oui, et donc, c'est une sonde qui a été envoyée par les êtres humains, qui est dénommée Voyager 1. Et donc, point lumineux. Voilà, et on découvre cette planète Terre. C'est l'image on est à la prise. Page 112. C'est l'image prise par Voyager 1, juste avant que ses caméras s'éteignent. Donc, prise par un objet fabriqué par l'homme, le plus éloigné de la Terre. Et c'est sur ce point que la vie est présente. Ouais. Et il y a une citation de Carl Sagan, qui était un grand vulgarisateur scientifique américain, qui explique regardez ce point, c'est ici, c'est nous. Dessus se trouve tout ce que vous aimez, tous les êtres humains que vous connaissez et tous ceux qui ont vécu. La somme de nos joies, de nos souffrances sont sur ce grain de poussière, suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une scène minuscule dans l'immense arène cosmique. Pensez au fleuve de sang versé par tous ces généraux et empereurs pour qu'ils puissent, dans la gloire et le triomphe, devenir les maîtres temporaires d'une fraction de ce point. Pensez aux cruautés infligées par les habitants d'un coin de ce point à des habitants vivant sur un autre coin de ce point. Notre planète est une poussière isolée, enveloppée dans la grande nuit cosmique. Je pense que c'est à la fois très beau et très fort aussi par rapport aux événements qu'on traverse avec la guerre en Ukraine et puis aussi la cruauté, la violence humaine, alors que c'est une chance d'avoir cette planète vivante, habitée avec de l'eau. C'est émouvant. Je pense qu'André sera très sensible à ça, lui qui sait philosopher. C'est un livre quand même où, au-delà du récit de la vie de Michel ou du récit de l'histoire de l'espace des sciences, on veut, sans aucune prétention, inviter les lecteurs, et en particulier les plus jeunes, à réfléchir aussi. Il y a les questions de science, mais il y a aussi des citations comme celle-ci, des photos. Cette photo est certainement la photo, à mon avis, la plus forte du livre. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'elle occupe cette place. Elle occupe une demi-page. Ah oui, carrément, oui. On imagine que si cette photo-là elle avait été dans un format de livre traditionnel, personne ne la remarquerait. Mais exact, parce qu'on voit bien ce point qui est perdu dans une immensité, grâce à, effectivement, la taille de la photographie. C'est vrai. Et donc, comme disait Yvon, ce genre de photos-là, ça amène à réfléchir, à prendre du recul par rapport à la réalité. Il faut accepter la réalité. Et c'est ce qu'on montre, par exemple, au planétarium avec une séance qu'on appelle le ciel cette nuit. On part du principe qu'on n'y connaît rien en astronomie avec le public. On apprend à faire la différence entre une étoile, une planète, satellite. Et puis ensuite, une fois qu'on a vu l'univers vu depuis la Terre, on quitte la Terre pour voir à quoi ressemble la Terre vue depuis l'univers. Relativiser les points de vue. Exactement. Et tout ce qu'on montre est tout à fait exact. Et on s'éloigne, les échelles sont respectées et on va jusqu'à, on va dire, l'autre bout de l'univers connu, en quelque sorte. Et quand on revient sur Terre, là, les gens voient que la Terre, elle est vraiment à l'image de ce petit point bleu. Cette photo-là. Et c'est ce qui fait le côté précieux de notre planète, c'est que dans les années 60, on pensait qu'on aurait pu aller habiter facilement sur Mars, il y avait de la vie un peu partout. C'est la banlieue de chez nous, ça. Exactement, mais maintenant, plus on avance dans la connaissance, plus on se rend compte que trouver de la vie comme la nôtre ailleurs, ça devient de plus en plus compliqué, plus rare, c'est pas impossible. Mais s'il y en a, c'est tellement loin de nous qu'on n'aura jamais le temps de quitter la Terre pour aller sur une autre Terre. On sera mort avant. Oui. D'où l'intérêt, en ayant les yeux vers le ciel, en ayant des étoiles plein les yeux, de se rendre compte de l'intérêt de préserver ce qu'on a sous nos pieds. Et en plus, de toute façon, s'il y a de la vie ailleurs, c'est quoi la vie, déjà, premièrement, mais c'est peut-être pas du tout les mêmes formes de vie que la nôtre. Des bactéries. Les espaces-temps sont peut-être pas les mêmes non plus. Et les compositions chimiques. Ah oui, absolument, tout à fait. Mais par exemple, chez nous,
enfin chez nous si j'ose dire, nous les humains en tout cas, et les animaux et les plantes, le carbone et Bien sûr. l'atome de base. Si on prenait le silicium, il est aussi tétravalent. On peut aussi, c'est ça. Enfin, théoriquement. On peut s'envoler comme ça. Toutes choses égales Ouais, par ailleurs, c'est-à-dire en l'état actuel de nos connaissances, voilà ce qu'on peut dire. Exactement. Ce qui ne veut pas dire qu'on dit trop ou pas. On On sait a pas. fini notre 3e chronique. Déjà. Déjà, bah oui, le temps passe. On vous souhaite un bon week-end et portez-vous bien, prenez soin de vous. Hein. N'est-ce pas? Merci. Au revoir Au Michel, revoir. au revoir Yvon, au revoir Bruno, au revoir André. Au revoir. On se retrouve la semaine prochaine.